Absolument. C'est quand même un problème, ça. Ça, on l'a chanté sur tous les tons, etc. Nous avons un potentiel d'institution qui est loin d'être négligé. Vous pensez que le corps s'adapte aux ondes électromagnétiques, au fait? Et tous les signes que l'on voit actuellement sont des signes d'adaptation. Les mots de tête et tout ce qui a été décrit, ciblé, ce sont des signes d'adaptation. Ah oui, donc il faut en passer par là, en gros, pour s'adapter, quoi. Voilà, alors ça joue sur une frange de la population. On serait dans un pays où on n'aurait pas de médias, ce n'est sur la personne. Ces normes françaises sont issues d'une recommandation européenne adoptée en 1999. Et cette recommandation reprend textuellement les conseils d'un organisme de scientifiques appelé ICNIRP. Aujourd'hui, bon nombre de députés européens remettent en cause ces normes qu'ils jugent non protectrices pour la santé. Michèle Rivasi est parlementaire européenne. Cette professeure agrégée de biologie est aussi la fondatrice du CRIREM, le laboratoire indépendant spécialisé sur les champs électromagnétiques. Elle milite pour la révision de ces normes, mais le combat s'annonce difficile. Face à la députée, les entreprises européennes de téléphonie mobile. Frédéric. Pour comprendre le poids de ce lobby, Michèle Rivasi nous fait rencontrer Frédéric Ries, député belge. Je n'étais pas là hier, je n'étais pas bien en fait. Bonjour. Bonjour, Sophie Le Gall. Il y a 2 ans, l'élu se démène pour faire voter une résolution qui demandait des normes plus basses. Immédiatement, elle subit les foudres de l'industrie. Je n'ai jamais reçu un truc comme ça. Il s'agit d'un courrier envoyé juste avant le vote de sa résolution pour la déstabiliser. Une lettre de 2 professeurs éminents, très certainement, ingénieurs électromécaniciens à Prague, qui en 2 pages et demie donc, se sont adressés à l'ensemble des membres de la commission environnement pour démolir le rapport, la moindre de ces initiatives, le rapporteur en passant. Il disait quoi par exemple? Mais il demande ma destitution pour erreur grossière, pour profanation du crédit de l'institution qui m'emploie, qui a l'honneur de m'employer. J'ai un fou rire en le lisant. C'est très méchant, c'est franchement très méchant. Ça veut dire que votre résolution gênait? Elle gênait. Et pourtant, c'est un rapport d'initiative, donc non législatif. C'est dire à quel point ça remuait des intérêts financiers, notamment, importants. Après vérification, l'élu belge s'apercevra que les 2 chercheurs étaient proches du lobby des constructeurs de téléphones. Pour les industriels, pas question de toucher aux normes. Pour Michèle Rivasi, c'est une nécessité. Les normes actuelles sont obsolètes. Elles ne protègent de rien pour vous? Elles ne protègent de rien. Et ça ne prend en compte que les effets thermiques, c'est-à-dire l'augmentation de température. Donc ça veut dire que ces recommandations ne prennent pas en compte ce qu'on appelle les effets athermiques, vous voyez, des effets sur le système nerveux, sur par exemple les hormones, sur la barrière hémato-encéphalique, vous voyez, des effets à long terme, des effets athermiques, ça ne prend pas en compte. À l'origine de ces normes, cet organisme de scientifiques, l'ICNIRP. Les scientifiques qui y siègent revendiquent leur indépendance. D'après Michèle Rivasi, ce n'est pas toujours le cas. Quand vous voyez la commission principale, Main Commission, eh bien, vous voyez Bernard Verret. Eh bien, lui, il fait partie du conseil scientifique de Bouygues. Et puis enfin, Michael Repaccioli. Eh bien, lui, il avait été financé par les opérateurs. Donc, quelle confiance vous voulez qu'on accorde à des gens qui travaillent avec l'industrie, qui ont des liens de consanguinité avec l'industrie? Donc, quand il va falloir établir des normes, ben, ils ne vont pas du tout être contraignants vis-à-vis de l'industriel. Ils vont établir des normes qui vont permettre à l'industriel de développer sa technologie. Selon nos informations, l'ancien président de l'ICNIRP, Michael Repaccioli, a été expert pour le compte d'un opérateur de téléphonie néo-zélandais dans le cadre d'un procès contre des riverains d'antennes. Enfin, Bernard Verret, qui est ce chercheur français à la fois membre de l'ICNIRP, l'organisation qui établit les normes, et membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom. Il dirige un laboratoire de recherche à Bordeaux, un des laboratoires les mieux financés en France. Visite guidée avec Bernard Verret en personne. On est ici dans la pièce où on expose les cellules en culture, à l'aide de dispositifs de ce genre qui ne sont pas en marche en ce moment.
où on peut placer des cultures qui sont exposées à des champs GSM. Champ GSM, c'est donc le téléphone portable, là. C'est la deuxième génération. Mais on peut le faire avec ces antennes-là pour la tête de l'animal quand on place un rat à l'intérieur. Ça, c'est quoi, en fait, ça? On peut rappeler ça un téléphone pour rat, donc on branche un générateur ici, le rat est à l'intérieur et il reçoit dans la tête les champs que l'on a quand on téléphone. Et parmi les différents labos qui travaillent sur les ondes électromagnétiques en France, votre labo, c'est quoi? C'est le plus gros, c'est le seul qui soit complètement dédié à ce thème. Il y a d'autres équipes en France qui y travaillent, mais qui n'ont qu'une ou deux personnes sur le sujet. Ah oui, donc là, c'est l'un des plus gros labos français sur les ondes électromagnétiques. Français et du monde, oui. Ah, du monde, carrément? Oui. Donc les opérateurs financent aussi les études ici, dans ce labo? Oui, oui, indirectement et directement, mais à travers les fondations, l'Europe, etc. Ces équipes travaillent actuellement sur des souris qu'ils exposent aux ondes Wi-Fi. Mais pour l'instant, ils n'ont trouvé aucun effet négatif. Là, on arrive à la conclusion qu'une exposition qui est quand même très longue, qui couvre la gestation, enfin l'exposition in utero et les 5 premières semaines de vie, donc c'est vraiment, ça couvre l'enfance, l'adolescence, disons, chez l'animal, n'est pas capable d'induire la mort neuronale. Par le passé, le laboratoire de Bernard Verret a beaucoup travaillé sur le téléphone portable avec des études financées par les industriels. Et là non plus, ils ne trouvent rien. Depuis 15 ans, on peut dire qu'on n'a pratiquement rien, aucun effet, même à des niveaux importants. Donc pour vous, le téléphone portable ne présente pas de risque pour la santé? Non, ça c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas comme ça? Parce qu'il y a le risque, il y a le danger, tout ça, il faut en parler tranquillement. On verra tout à l'heure. On ne peut pas dire qu'il y a un risque, en fait, c'est ça que vous voulez... Je comprends pas bien. Non, je sais, mais c'est parce qu'il faut en parler avant que je le réexprime, on va en parler, on va s'asseoir et en parler. Manifestement, aborder la dangerosité du téléphone portable agace Bernard Verret, qui souhaite faire une mise au point. Il faut simplement préciser certaines choses pour que l'interview se passe mieux. Bernard Verret fixe ses règles. Il faut d'abord nous asseoir autour de la table pour préparer l'interview. Dans le brouhaha où on présentait donc la réunion, immédiatement vous démarrez, et alors quels sont les dangers du téléphone? Bon, je veux dire, si vous faites votre boulot, mais nous, il faut qu'on le fasse le nôtre en face. Disons que les gens ont peur des antennes relais. Bon, encore une fois, ils sont libres. C'est de la paranoïa dans beaucoup de cas. Bon, nous, on leur dit, il n'y a pas d'effet en laboratoire à des niveaux bien supérieurs. Stop, arrêtons les frais. Une fois les choses mises au clair, interview officielle. Pour Bernard Verret, il ne faut pas toucher aux normes de l'ICNIRP. Ce sont de très bonnes normes. C'est bon? C'est bon. On commencerait à risquer quelque chose, comme vous le dites, et là, c'est bon, le bon mot, risquer, qu'à des niveaux qui sont bien supérieurs. Si ça peut être combien, par exemple? Je dirais typiquement 100 fois plus. Nous lui montrons ensuite le site internet de Bouygues Télécom, où son nom figure dans le conseil scientifique. Dans les statuts de l'ICNIRP, il est dit que les chercheurs doivent être indépendants. Vous, pourtant, ça fait 10 ans que vous êtes au conseil scientifique de Bouygues. Et que l'ICNIRP me permet de continuer dans cette situation. Chaque année, je remplis les conflits d'intérêts potentiels, et chaque année, ils me disent, bon, mais il n'y a pas de problème. Donc, on peut dire on fait partie du conseil scientifique de Bouygues, et pour l'ICNIRP, malgré tout, être un chercheur indépendant. C'est ça l'indépendance à l'ICNIRP, en fait. Ah oui, d'autres membres de l'ICNIRP font partie d'autres choses. L'ICNIRP a des critères précis qui sont appliqués à moi et aux autres, bien sûr. Ah, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là à l'ICNIRP, il y a d'autres scientifiques qui travaillent aussi avec les opérateurs. Travailler avec les opérateurs, c'est pas tout à fait le mot, mais disons que je pense que oui, il faudrait que je regarde à chacun on ne partage pas nos listes de déclarations, mais si je penchais, c'est possible qu'il y en ait d'autres, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres chercheurs qui sont comme vous dans des conseils scientifiques d'opérateurs, alors qu'ils sont aussi à l'ICNIRP. Voilà, c'est ça. Pour vérifier les propos de Bernard Verret, nous avons sollicité l'ICNIRP à plusieurs reprises afin d'obtenir les déclarations de conflit d'intérêts des autres membres. Ces documents ne nous seront jamais communiqués. Des chercheurs proches de l'industrie qui ont élaboré les normes des antennes relais, mais aussi les normes des téléphones portables. C'est l'Agence nationale des fréquences, un organisme d'État, qui mesure le rayonnement des téléphones portables dans ce laboratoire du Mans.
Le responsable technique, Emmanuel Toutain, vient de recevoir de nouveaux téléphones portables. Ils ont été saisis en magasin pour vérifier s'ils émettent dans les normes. Cette norme, c'est également l'ICNIRP qui l'a fixée. Cela s'appelle le DAS, débit d'absorption spécifique. Il est inscrit dans les manuels des téléphones. Donc ce DAS est annoncé à 0,935 watts par kilogramme. Donc nous allons mesurer le DAS, s'assurer qu'il est conforme à la limite en vigueur et qu'il respecte bien cette valeur annoncée. Les téléphones portables ne doivent pas émettre au-delà de 2 watts par kilo. Plus le chiffre est faible, moins le téléphone émet. Pour mesurer ce DAS, l'ingénieur colle à la tête d'un mannequin le téléphone portable qui rayonnera à sa puissance maximale. Voici le produit qui représente les tissus biologiques humains. Ici, on utilise un liquide qui simule le corps à 900 mégas. Ce liquide, en fait, est composé d'eau, de sucre, un peu de sel. Et on le mélange pour s'assurer d'avoir un liquide homogène. Emmanuel Toutain montre ensuite sur son ordinateur les rayonnements émis par le portable et mesurés par la sonde. Son discours se veut rassurant. Pas question de dire que le cerveau est exposé aux ondes électromagnétiques. Et donc tout ce qui est en jaune, c'est le rayonnement le plus fort. Le plus intense, effectivement. Donc ça va être quoi la partie du cerveau la plus touchée en fait? Alors là, en l'occurrence, on va être au niveau de la joue. Les vendeurs de téléphonie mobile informent-ils correctement le consommateur sur ce DAS? Nous nous rendons dans plusieurs enseignes en caméra cachée. Cette norme doit être affichée dans les magasins. C'est ce chiffre, inscrit en tout petit. Mais les vendeurs sont plus à l'aise pour vanter l'aspect technique des portables que pour informer sur ce DAS. Résolution 5000 pixels d'ailleurs sur ce modèle-là. Faire des vidéos, écouter la musique aussi. Ça devient de plus en plus en standard. Et c'est quoi là, ça, le DAS là? Qu'est-ce que c'est ce chiffre? Un indice qui n'a pas de valeur encore aujourd'hui confirmée. C'est plutôt à l'appréciation d'un tout un chacun. Et ça c'est quoi ça? De quoi? DAS, ça veut dire quoi ça? Quand on est connecté au réseau, c'est comme le Wi-Fi, ça a des ondes, ça a une fréquence. Et donc du coup ça passe par votre corps, ça passe par votre cerveau. Il y en a qui téléphonent tout le temps de ce côté-là, donc du coup ils ont les cheveux plus de ce côté-là, des choses comme ça. Non, vous rigolez là. Non, c'est vrai, il paraît que quand on téléphone toujours d'un côté, les cheveux ils poussent plus de ce côté-là. Quoi? Bonjour. Dans les magasins indépendants, le DAS n'est même pas affiché et souvent les vendeurs n'en ont jamais entendu parler. On m'a dit qu'il fallait prendre en compte le DAS. Quoi? Le DAS. Il n'y a pas la DAS là? Par contre, je l'ai trouvé sur Nokia. Ouais, et là, vous ne me demandez pas ce que ça veut dire. 0,41, boîte, kilo, je sais pas quoi. La moyenne du DAS, enfin, une mauvaise moyenne, on va dire, c'est 1,8. Ah, il ne faut pas un téléphone à 1,8. Non, il ne faut pas passer un téléphone qui fasse plus de 1,5. 1,5, c'est les normes. Ah, 1,6, c'est trop. 8, c'est beaucoup trop. Mais bon, en même temps, il n'y aura pas de grand-chose. Hein. Merci à vous. Merci. Au laboratoire du Mans, Arnaud Miquel, président de l'Agence nationale des fréquences, s'est déplacé spécialement pour nous, ainsi que son attachée de presse. Elle prend en note tous nos échanges. Ils ont préparé avec soin leur intervention, comme le montre ce document interne que nous nous sommes procurés. Déterminer le message à faire passer. Anticiper les questions sur la base des informations qui circulent sur Internet, c'est la culture de base des journalistes. Mais le président de la NFR, chargé de faire respecter les normes, semble bien embarrassé lorsque nous abordons l'aspect sanitaire de ce seuil. Quand un utilisateur téléphone avec un téléphone qui est conforme, est-ce qu'on risque strictement rien pour notre santé?